C'est un grand plaisir pour moi que d'être ici avec Michel Bouvier, Marie-Christine Esclassan, avec tous les élus. Je vais y revenir dans un instant, mais Michel Bouvier et Marie-Christine Esclassan ont été mes professeurs, comme ils l'ont été pour des générations entières d'acteurs publics qui aujourd'hui continuent à, comme moi, à avoir à l'esprit les enseignements qui ont été les tiens, Michel, qui ont été ceux de Marie-Christine, à savoir que les finances publiques ne sont pas une matière simplement pour technocrates, c'est une matière de vie réelle, c'est une matière politique, c'est une matière économique extrêmement importante. Et j'ai été marquée par ces enseignements et je suis heureuse qu'on puisse aujourd'hui, avec le Fondafip, travailler sur ce sujet qui est essentiel. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que nous avons une idée à germer au Conseil de Paris et on la doit à Nicolas Bonnet, à son groupe Parti communiste et Front de gauche, qui, lors du dernier débat budgétaire que nous avons eu, qui était un débat budgétaire bien sûr sérieux, comme tous les débats budgétaires, dans un contexte de contraintes, j'y reviendrai tout à l'heure, et Nicolas Bonnet avec son groupe ont eu l'idée, la très heureuse idée, de demander une rencontre, des assises, un moment de réflexion ouvert, large, sur la question des finances locales, de la fiscalité locale, de tout ce qui fait les ressources de nos collectivités, et dans un contexte qui est aujourd'hui très particulier. Donc je veux vraiment remercier Nicolas et son groupe pour cette idée qu'ils ont portée et que nous avons tous repris avec beaucoup d'enthousiasme autour de cette équipe qui s'est constituée pour travailler sur cette journée. Il y a bien sûr mon adjoint chargé des finances, Julien Bargeton, mon cabinet, la direction des finances, les équipes de la ville qui se sont aussi mobilisées et je veux vraiment les remercier. Donc cette journée va être consacrée aux finances locales et je le disais tout à l'heure, les finances locales ne sont pas une question annexe, accessoire, c'est vraiment un des piliers de la cohésion républicaine. C'est un moteur économique. L'intervention publique des collectivités est un moteur économique majeur. Les collectivités interviennent dans l'économie du pays à travers, et je salue Philippe Laurent qui nous fait aussi l'amitié d'être là, ainsi que tous les élus, ils seront nombreux pendant toute cette journée. Et donc cette conception des finances locales comme un pilier de la cohésion républicaine, à la fois dans sa dimension économique, mais aussi dans la dimension sociale, est ce qui nous guide et qui va nous amener à travailler. Derrière cette action des collectivités locales, derrière les finances locales, il y a bien sûr de l'action concrète et de l'intérêt général. Donc je veux le dire ici, cette intervention économique que nous portons avec nos collectivités, elle est au service de nos concitoyens et elle est un élément majeur du pacte républicain qui nous lie. Elle ne peut pas être, et c'est aussi le sens de cette journée, un monopole d'experts, de spécialistes. C'est une matière très technique également, hein, et c'est vrai que être un citoyen qui n'a pas eu la chance d'avoir les enseignements de Michel Bouvier ou de Marie-Christine Esclassan et se retrouver confronté à cette technique des finances locales, ça peut paraître un univers complètement abstrait, éloigné de son quotidien, et donc cette journée est aussi une journée qui doit travailler sur cette lisibilité, sur cette transparence, sur ce meilleur accès de ce qu'est cette matière des finances locales dans la vie de chacune et de chacun. Ces finances locales, ces règles doivent être le plus transparentes possible, le plus accessible possible, et c'est aussi un sujet qui va être abordé dans cette journée. Moi, ma conviction forte là-dessus, c'est qu'il faut que chacun devienne un expert des finances locales. C'est ce que nous avons voulu faire, ce que j'ai voulu faire, notamment en développant ce budget participatif avec quand même 5% du budget d'investissement de la ville de Paris sur la mandature.
c'est-à-dire une enveloppe de 500 millions d'euros qui va être décidée, portée par nos concitoyens. Il y a dans cette idée l'idée que chacun doit s'approprier la gestion de sa ville, que chacun peut porter des projets, mais il y a aussi dans cette idée de budget participatif le fait que c'est un exercice aussi pédagogique pour chacune et chacun que de s'approprier ces règles qui sont celles des finances locales, comment marche un projet, comment on le budgète, comment on le porte, comment ça rentre dans la mécanique budgétaire d'une ville et comment, à partir d'un vote, c'est ensuite mis en exécution. C'est aussi ce que nous avons voulu faire avec ce budget participatif. Mais dans la lisibilité de ce qu'est la vie budgétaire d'une collectivité, il y a un autre outil que nous avons voulu également porter avec force, et notamment avec Jean-Louis Messica, c'est l'open data budgétaire, que toutes les données de la ville, celles qui nous servent à nous, les élus, les administrations, les experts, celles qui nous servent à élaborer les budgets et à piloter cette ville qui a un budget de 8 milliards d'euros, eh bien, nous avons souhaité qu'il y ait un open data, que les données, y compris budgétaires, soient accessibles au plus grand nombre, aux chercheurs, aux universités, mais aussi aux citoyens, pour qu'ils puissent vraiment non seulement partager ces informations, mais aussi, du coup, peut-être partager avec nous tout le processus de décision qui amène à l'arrivée à faire des crèches, des écoles, des équipements publics, à embellir la ville, à investir pour notre économie. Les grands enjeux des finances locales qui vont être débattus, c'est d'abord cette équation financière des collectivités locales qui aujourd'hui est redoutable. Chacun le sait, chacun le sent. Les élus ici présents y sont confrontés. Nous sommes confrontés d'abord à une baisse de dotation de l'État sans précédent. Pour une ville comme Paris, ce sont 200 millions d'euros de baisse de dotation de l'État par an, donc 2015, 2016 et 2017. Ça veut dire un mur budgétaire pour une collectivité comme la nôtre qui est un mur extrêmement difficilement franchissable, et toutes les collectivités sont soumises à cette pression. Et alors que la croissance économique, même s'il y a des signes de reprise, reste très timide, nous le savons, dans une période de crise, la baisse des dotations, mais l'augmentation des prestations à la fois obligatoires, mais aussi des prestations facultatives que nous avons mises en œuvre pour justement servir d'amortisseur à cette crise, ça a un effet extrêmement difficile, une tension très très forte. Quand on a une augmentation des allocataires du RSA, de l'APA ou de la prestation pour les personnes handicapées, et qu'en même temps il y a ces baisses de dotation, que l'on veut maintenir un niveau d'investissement, ce qui est notre cas puisque nous l'avons décidé ensemble avec ma majorité sur la mandature, un niveau d'investissement sans précédent pour accompagner cette création de services publics indispensables, mais soutenir également l'emploi dans notre région, et bien tout cela rend l'exercice extrêmement difficile. Je suis convaincue qu'on n'arrivera pas à surmonter cet exercice sans qu'il y ait une confiance retrouvée entre les collectivités locales et l'État. Et aujourd'hui, c'est bien cela le sujet essentiel. L'autonomie financière, l'autonomie budgétaire des collectivités est inscrite dans la Constitution. C'est le pacte, là aussi, républicain qui a cette relation, certes subtile, toujours ambiguë, parfois controversée, contradictoire, entre le pouvoir central et ce que l'on a appelé souvent, et pendant longtemps, les pouvoirs périphériques. Mais il faut de la confiance pour pouvoir fonctionner. Cette confiance, il faut la construire dans ce contexte extrêmement difficile. Il faut que l'État reconnaisse cette capacité d'innovation et d'intervention. Il faut que l'État reconnaisse le rôle moteur pour soutenir l'investissement et l'emploi. Et il faut que la vitalité des territoires soit un élément majeur à la fois du pacte républicain reconnu par l'État, mais aussi du projet de redressement économique du pays auquel nous ne pouvons que tous accéder. Les collectivités aussi, dans ces défis qui doivent être relevés, ont besoin de prévisibilité et de stabilité. Aujourd'hui, on est loin de ça.
D'abord parce qu'il y a la réforme territoriale, je la soutiens sur beaucoup d'aspects, hein, et aussi bien sur le Grand Paris que sur d'autres sujets. Cette réforme est utile, mais en même temps, cette réforme, conjuguée à ce que j'ai dit sur les baisses de dotation et à revoir l'ensemble des dispositifs, plonge les collectivités dans une incertitude qui est extrêmement difficile, et notamment à un moment où elles doivent faire leur budget dans ces contextes particulièrement contraints. Donc j'espère, je souhaite que les relations institutionnelles qui sont en train de se nouer, je sais qu'il y a un travail très important de l'AMF, de l'Association des maires de France, et donc Philippe Laurent est bien placé pour porter ces discussions avec le gouvernement pour que soient trouvées les solutions qui permettent de desserrer cet étau budgétaire, même si tout le monde a conscience qu'il faut faire des efforts, mieux gérer l'argent public, un euro public doit être géré avec beaucoup de sérieux et chaque euro d'argent public doit être utile aux concitoyens. Tout cela, nous le savons, et nous faisons des efforts les uns et les autres extrêmement importants d'économie sur ce qui n'est pas directement en rapport avec le service public, mais en même temps, il faut arriver à créer les conditions d'un nouveau pacte avec les collectivités. Et dans un moment où souvent nous avons été accusés de tous les maux de la terre. Moi, je l'avoue, hein, j'ai été extrêmement choquée du rapport de la Cour des comptes sur les collectivités. C'est une façon absolument qui n'est pas dans la rationalité et l'objectivité à laquelle la Cour des comptes devrait se tenir, que d'expliquer jour après jour que le déficit de la France serait lié aux collectivités. Nous savons très bien que les règles qui pèsent sur les collectivités, à savoir budget en équilibre et ne pas s'endetter autrement que pour investir, sont des règles très saines qui auraient dû d'ailleurs être inscrites aussi pour le budget de l'État. Et qu'aujourd'hui, la situation, même si les collectivités doivent faire un effort de mutualisation, de regroupement et même d'économie, bien évidemment, aller jusqu'à pointer les collectivités comme la source de tous les maux institutionnels de notre pays est quelque chose qui n'est pas acceptable, je l'ai dit, je le redis ici. D'autant que dans cette vision souvent extrêmement brutale, caricaturale qui est portée sur le rôle des collectivités, on oublie de mesurer l'impact social, l'impact en matière d'emploi. Que se passerait-il si demain les collectivités empêchées d'investir et ne pouvant plus assurer le fonctionnement des équipements publics, se mettaient à baisser de façon drastique la voilure de tout cela. Que se passerait-il ? On le sait, sur le front de l'investissement, et ça se voit déjà aujourd'hui, la baisse des investissements des collectivités a un effet immédiat sur l'emploi, notamment dans le secteur du BTP. Mais on sait aussi que ne plus construire d'écoles, ne plus construire de crèches, ne plus pouvoir investir dans des programmes d'aménagement ou des programmes locatifs, ça aura aussi un impact social sur la vie concrète, sur la vie quotidienne de nos concitoyens, ce qui a un coût social, un coût politique, un coût démocratique. Et donc, en manipulant aujourd'hui cette matière, les finances locales, c'est à cela aussi qu'on va s'attaquer, et c'est sur quoi il faut mettre des mots qui sortent de la bouche des experts qui, pour un certain nombre d'entre eux, n'ont de cesse que de vouloir dire que finalement, sans collectivité, on s'en sortirait mieux. Il y a tout un courant d'économistes aujourd'hui qui considèrent que les collectivités territoriales, c'est quelque chose de superflu, ça ne sert à rien. Allez demander à un maire, à un élu, et je pense par exemple aux élus dans les petites communes, ou je pense à nos élus d'arrondissement à Paris, qui ne sont pas rémunérés, qui ne sont pas indemnisés. Et ils ne rendraient pas de services, qui n'auraient pas une valorisation. Si l'on retirait de Paris tous les élus locaux d'arrondissement qui ne sont pas indemnisés, qui font ça à titre bénévole, en plus de leur travail ou après une vie professionnelle,
eh bien il se passerait quoi? Il y aurait beaucoup moins d'accueil, d'accès, de rapports directs avec nos concitoyens. L'ambiance, la vie sociale de notre ville serait atteinte par cette absence de relations qui se crée aussi sur de la confiance. Donc on va parler de tout cela. Et je veux vraiment insister sur l'importance de cette journée. Je ne vais pas être beaucoup plus longue. Je veux simplement dire que les pistes qui vont être évoquées ici, je souhaite qu'elles soient portées à la connaissance la plus large du public, bien sûr des élus de Paris. Le président de la commission des finances, qui est un élu d'opposition qui siège ici, élu du 16e arrondissement, Pierre Gaborio, est ici. Je pense qu'il pourra y avoir aussi à l'hôtel de ville un travail à partir des actes de cette journée, et je souhaite qu'on puisse vraiment le diffuser très largement. Les pistes qu'il y aura, et je sais que vous allez en parler aussi, sur les réformes, la réforme fiscale qui est toujours annoncée et jamais tout à fait portée. J'ai eu l'occasion sur les sujets liés aux finances locales de dire que certes il faut qu'on aille bien sûr vers plus de justice, et la justice ça serait peut-être sur les finances locales d'avoir la prise en compte du revenu des personnes. Je me suis opposée sur la méthode et sur le calendrier à la réforme des bases locatives, notamment à Paris, qui aurait eu un effet immédiat dans une opération interne à faire des transferts de charges et d'impôts de population vers d'autres, mais pas forcément avec cette logique de plus grande équité. Et donc je m'y suis opposée, j'ai été entendue sur ce point-là, puisque nous sommes sortis de l'expérimentation dans laquelle on nous avait inscrits un peu rapidement et un peu autoritairement. Donc tous ces sujets-là vont être discutés, et je souhaite vraiment que, à l'issue de ce travail au cours de cette journée, nous puissions nous en inspirer, y compris pour l'élaboration du budget à venir, puisque le mur budgétaire que j'évoquais pour Paris est aussi un mur budgétaire que connaissent d'autres collectivités, et je pense que nous avons besoin, en dehors de tout esprit polémique, avec un souci à la fois de rationalité, de transparence, de sérieux, mais aussi avec l'engagement qui est le nôtre, qui est le mien en tant que maire de Paris. Je veux réaffirmer haut et fort que Paris est prête à ce pacte de confiance avec le gouvernement et avec l'État, pour que la confiance entre collectivités territoriales et État revienne, et que l'on puisse repartir sur de nouvelles bases, sur des bases qui ne soient pas celles de la mise en cause, mais bel et bien celles qui permettront de contribuer au redressement de notre pays en affirmant le rôle du service public. Je vous remercie.